si vous nous avez bien suivis jusqu'à présent, on vient de déterminer quelle est la force magnétique qui va être appliquée sur une particule. Donc, si jamais j'ai une particule en mouvement dans un champ magnétique, on a vu que cette particule-là va subir une force. Maintenant, la suite logique de ça, ça va être d'essayer de déterminer quel type de mouvement ça va nous donner, quelle va être la trajectoire d'une particule qui va comme ça être soumise à un champ magnétique. Parce qu'on a une force qui n'est pas semblable à ce qu'on avait précédemment. On avait vu par exemple que ma force électrique, c'était une force d'attraction ou de répulsion, ça me donnait toujours une force qui était dans la même direction. Cette fois-ci, j'ai une force qui était perpendiculaire à ma vitesse, perpendiculaire à mon champ magnétique. Donc, on va essayer de débroussailler tout ça et de trouver quel va être le type de mouvement que ça va nous donner. Donc, allons-y. On va distinguer deux grands cas de figure possibles. Le premier, lorsque mon champ magnétique est perpendiculaire à ma vitesse, et mon deuxième, lorsque mon champ magnétique, évidemment, n'est pas perpendiculaire à ma vitesse. Le premier cas va être un petit peu plus simple. Le deuxième, on va voir, est plus difficile à se représenter, mais n'est pas particulièrement plus difficile à calculer si on comprend bien le premier. Donc, assurons-nous tout d'abord de bien comprendre le premier. Et même avant cela, là, on parle de champ magnétique perpendiculaire ou non à la vitesse. Il y en a peut-être parmi vous qui sont un petit peu confus. On a parlé de beaucoup d'éléments qui étaient perpendiculaires les uns aux autres. Juste pour clarifier, j'ai déjà énoncé que ma force magnétique allait nécessairement toujours être perpendiculaire à ma vitesse et perpendiculaire à mon champ magnétique. Si on se rappelle, ma formule de ma force magnétique était la suivante. J'avais ma force qui était égale à ma charge fois la vitesse avec mon champ magnétique. Et c'est pour ça qu'on disait que ma force allait toujours être dans l'axe suivant la perpendiculaire à la fois de ma vitesse et de mon champ magnétique. Par contre, je n'ai jamais imposé que ma vitesse devait être perpendiculaire à mon champ magnétique. Simplement, ma force magnétique, elle va être perpendiculaire aux deux autres. Donc, si on reprend l'exemple qu'on avait fait là, avec la particule qui voyageait dans le champ magnétique terrestre, mon champ magnétique et ma vitesse, dans ce cas-là, n'étaient pas perpendiculaires. C'était simplement ma force qui allait être perpendiculaire aux deux autres. Donc, voyons notre premier cas de figure qui est le plus simple lorsque mon champ magnétique est bel et bien perpendiculaire à ma vitesse. Donc, j'ai déjà préparé un petit schéma ici. Le cas que je prépare, on s'intéresse à une particule simple, un proton, qui va voyager vers la droite ici, dans un champ magnétique qui est orienté, avec le symbole ici, vers le haut. Donc, si vous regardez de votre point de vue là, sur votre écran, ça veut dire qu'on aurait la vitesse qui se dirige comme ça vers la droite et légèrement vers le bas, et le champ magnétique qui sort de votre écran. Si j'ai cette figure-là, je vais pouvoir déterminer à l'aide de ma règle de la main droite dans quelle direction va être ma force. Donc ici, je l'ai écrit en haut. Je vais simplement la redescendre un petit peu. Tiens, sélectionner ça. On va le descendre ici. Donc j'ai ma formule de la force. Je sais que ma vitesse produit scalaire avec mon champ magnétique, ça va être donné par la règle de la main droite. Donc ma règle de la main droite me dit la vitesse, je vais placer mes doigts. Donc de la paume de ma main vers le bout de mes doigts, ça va être orienté dans la même direction que la vitesse. J'ai deux façons de le faire. Je peux le faire comme ça, comme ça. Donc je vous invite à le faire avec moi d'ailleurs, là, ça prend de la pratique. C'est toujours un petit peu mélangeant au début. Donc ici, j'ai ma vitesse. Je vais placer ma main vers mon écran qui doit s'enrouler vers B et B sort de mon écran. Donc je vais avoir de V vers B comme ça, mes doigts qui s'enroulent. Ça va être le résultat de ça. Ma valeur de Q ici est positive. Donc je ne vais pas avoir d'inversion de mon vecteur et mon vecteur de force va être orienté comme ça, perpendiculaire aux deux autres, vers le centre. Donc ça ici, ça va être mon vecteur de force magnétique. Donc j'ai un vecteur qui va être perpendiculaire à ma vitesse ici, et perpendiculaire également à mon champ magnétique. Mon champ magnétique sort de la page, donc ma force va être perpendiculaire. Ici, ça me donne une accélération qui va être perpendiculaire aux deux.
Et mon accélération va également être vers le centre. Donc ici, je pourrais représenter, tiens, allons-y en rouge pour avoir une valeur différente. Je vais avoir comme ça une accélération qui va être orientée vers le bas. Lorsque mon accélération est appliquée sur ma vitesse, j'ai une accélération qui est perpendiculaire. Ce que ça va avoir tendance à faire, ça va avoir tendance à déplacer mon vecteur de vitesse vers la droite. Mais une fois que ma vitesse va avoir été changée, mon vecteur de force va être changé également parce que mon vecteur de force est donné de façon à ce qu'il soit toujours perpendiculaire à ma vitesse et à mon champ magnétique. Donc, lorsque une petite seconde va s'être écoulée, ce que je vais observer, c'est que je vais être passé peut-être d'ici à ici. Je vais avoir avancé dans ma trajectoire, mais ma vitesse va avoir changé d'orientation également. Et lorsque ma vitesse va avoir changé d'orientation, mon vecteur de force va l'avoir suivi ici. Et si mon vecteur de force a suivi, mon vecteur d'accélération va avoir suivi également. Ce que je suis en train de décrire ici, c'est un mouvement circulaire uniforme. J'ai une accélération qui est constamment tangente à ma vitesse, donc qui est dirigée vers le centre. Ce que je vais avoir, c'est une accélération qu'on va dire centripète. Donc là, je peux revenir et utiliser toutes les équations que j'ai vues en mécanique par rapport au mouvement circulaire uniforme. Notamment, je vais savoir que lorsque je vais faire ma somme des forces sur mon mouvement circulaire uniforme, je vais typiquement faire ma somme des forces radiales. Donc, je vais y aller selon l'axe qui va du centre vers l'extérieur. Je me fais un petit système d'axes ici, comme ça. Radial. Tangent. On peut le représenter par θ, on peut le représenter par t, peu importe la représentation avec laquelle vous êtes habitué. Donc, en ayant ça, je vais faire mon système d'axes. Donc, somme des forces radiales est égale à la masse fois l'accélération radiale. Et je vais donc retomber sur ma bonne vieille équation. Force centripète égale masse fois accélération centripète, que vous avez probablement déjà vu dans votre premier cours de physique. Donc là, je peux décrire comme ça mon mouvement de rotation. Et évidemment, il y a une autre équation qu'on avait vue en mécanique qui va être très utile ici. Mon accélération centripète va toujours être égale à V carré sur R. Donc, lorsque je veux trouver le lien entre mon accélération centripète, ma vitesse et ce qu'on appelle le rayon de courbure. Donc, à partir du centre, le rayon du cercle qui va être décrit. Et la dernière chose qu'on va souvent vouloir utiliser dans ce genre de problème-là, on va souvent vouloir déterminer combien de temps ça prend pour faire un tour complet de cercle. En fait, le temps que ça prend pour faire un tour de cercle, on va appeler ça la période. C'est le temps nécessaire pour faire un tour de cercle. Je peux revenir sur mes équations. Vitesse, c'est toujours variation de position en fonction du temps. Si mon temps, c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet, un temps pour un tour, et que ma distance, c'est distance parcourue en un tour, je vais avoir 2πr en une période qui va me donner ma vitesse et je peux isoler autrement. Je peux dire renvoyer ma période ici, renvoyer ma vitesse ici. 2π fois le rayon, donc la circonférence de mon cercle, divisé par la vitesse qui va me donner la période, le temps nécessaire pour faire un tour de cercle ici. Donc, autrement, une fois que j'ai déterminé la valeur de ma force magnétique, là, ça devient tout simplement un problème, comme je vous dis, de mouvement circulaire uniforme que je traiterai exactement comme en mécanique. Donc, je peux trouver le rayon de courbure,
Je peux trouver, si je connais mon rayon de courbure, je peux trouver ma vitesse, je peux trouver le temps que ça prend pour faire un tour complet, ainsi de suite. Donc, il faut juste garder en tête que lorsque mon champ magnétique comme ça est perpendiculaire à ma vitesse, hein, je ne vais pas avoir de composante de ma vitesse qui va être orientée ailleurs que dans le plan que j'ai déjà. Donc, je vais vraiment rester sur le même plan et décrire un cercle. Maintenant, allons voir le deuxième cas de figure. Cette fois-ci, si ma vitesse n'est pas perpendiculaire à mon champ magnétique. Ici, j'ai également complexifié un petit peu ma figure. J'ai choisi de mettre un électron à la place de mettre un proton. Donc, si j'ai une particule chargée négativement, la conséquence de ça, ça va être évidemment d'inverser. Hein. Quand je reviens, reprenons la formule telle qu'elle est écrite ici. J'ai toujours ma force. Allons-y en gris. J'ai toujours ma force magnétique. On n'oublie pas, hein, c'est un vecteur qui est égal à ma charge fois la vitesse produite avec mon champ magnétique. Donc ici, hein, les parenthèses sont optionnelles, mais je les mets parce que c'est l'ordre dans lequel moi je le calcule lorsque je veux déterminer par la règle à main droite. Mais vous pourriez ne pas l'avoir et traiter le problème quand même. Donc ici, moi, je commence avec ma vitesse produit vectoriel avec mon champ magnétique, donc de V vers B. On fait attention, hein, de B vers B, je n'aurai pas le même résultat, il y a un signe de différence. Donc de V vers B, j'enroule mes doigts, mon champ magnétique va être orienté ici vers le haut. Donc, je vais avoir mon champ magnétique qui va être ici. Je peux le reporter, hein, mon vecteur dans l'espace, ça ne me dérange pas. Ils sont placés origine à origine. Et là, j'enroule mes doigts de V vers B. Donc, je place ma main alignée sur mon vecteur V et j'enroule mes doigts vers B. Donc, mon pouce va pointer vers l'axe des X positifs ici, si j'utilise bel et bien ma main droite. Mais j'ai une particule négative. Donc, une fois que j'ai mon résultat de V produit vectoriel avec B, je multiplie par un chiffre négatif. Ça va inverser la direction de mon vecteur. Mon vecteur va donc pointer vers le centre ici. Il va pointer vers mon origine. Donc ça ici, ça va être mon vecteur de force magnétique. Ce vecteur-là va donc accélérer ma particule vers le centre, mais ma particule va avoir une composante de vitesse qui va être dans la même direction que mon champ magnétique. Ce que je vais avoir ici, c'est ma vitesse, que je vais appeler une vitesse parallèle, parce que la vitesse est parallèle à mon champ magnétique. Et je vais avoir une vitesse, une composante de vitesse qui va être perpendiculaire à mon champ magnétique. Donc, je vais juste choisir de décomposer mon vecteur de cette façon-là. Ça va me simplifier la vie par après. Notamment, ce que je vais vouloir faire, ça va être de déterminer la norme de ma force. Donc là, j'ai déjà déterminé sa direction. La direction va être par là. Lorsque mon vecteur va avancer un petit peu, donc il va se resserrer vers l'intérieur et mon vecteur, si on veut, si je le sépare en deux vecteurs unitaires, un vecteur parallèle et un vecteur perpendiculaire. Le vecteur perpendiculaire serait resserré sur l'axe, mais ma particule en va quand même voyager vers les Z positifs. J'ai quand même une composante de vitesse vers les Z positifs. En fait, même je pourrais faire ma somme des forces selon mes axes. Et ici, je vais dire somme des forces en Z. On va se le faire en jaune ici. Donc, selon Z, je vais avoir quoi? Je vais avoir somme des forces sur ma particule qui est égale à 0. Somme des forces en Z. Je n'ai aucune composante de force appliquée sur mon électron qui s'en va en Z. On n'oublie pas, hein, mon champ magnétique en lui-même n'est pas une force. Ma seule force appliquée ici, c'est ma force magnétique. Donc, si j'ai une somme des forces égale à 0, ça c'est quand même égal
à ma masse fois mon accélération en z, ma composante en z de l'accélération. Et donc, j'ai une accélération en z qui est égale à 0. Un mouvement pour lequel l'accélération est égale à 0, c'est ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme. Peut-être que vous l'avez vu comme un MRU. Donc, ce que j'ai, c'est un mouvement à vitesse constante. C'est l'autre conséquence de ça. Ça va être, je vais être à vitesse constante. Donc, mes équations, là, en Z, équation du mouvement en Z, ça va être tout simplement ma position initiale, ma position en fonction du temps va être égale à ma position initiale plus ma vitesse en Z, donc ma vitesse parallèle, fois le temps. Mouvement Z, super simple. Après ça, j'ai un mouvement dans le plan XY en plus, mais mon mouvement dans le plan XY va être exactement le même que celui que j'avais précédemment. Si je regarde mon problème ici de vue d'en haut, je place mon œil à cet endroit-ci. Attendez un petit peu, je vais dessiner ça. Je place mon œil ici. Ce que je vais voir, ça va être tout simplement la particule qui tourne dans le plan. En fait, la trajectoire complète que je vais obtenir, ça va me donner quelque chose comme ça. Ça va me donner ce qu'on appelle une trajectoire hélicoïdale. Ça va me faire une forme d'hélice comme ça qui monte vers le haut. Donc maintenant, je pourrais vouloir déterminer la norme de ma force ici. Et je vais trouver quelque chose d'intéressant. On détermine la norme de la force. Lorsque je vais calculer ça, je vais faire ma force magnétique. La norme, ça va être... Là, je m'intéresse uniquement à la norme, donc le chiffre ici ne va pas changer. Hein. La norme, ça va être la valeur absolue de Q. Que la particule soit positive ou négative, ça ne changera pas la norme, ça va juste changer la direction. Fois la norme de ce ce produit vectoriel-là, on avait vu c'est la norme de V fois la norme de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Norme de V fois norme de B fois le sinus de l'angle entre V et B. Et là, le dessin commence à être un petit peu chargé, là. Mais si je reviens, je vais enlever la trajectoire pour 2 petites secondes. La norme, l'angle entre V et B, c'est l'angle qui nous est donné ici. C'est l'angle entre mon vecteur V et mon vecteur B. C'est ça ici. Donc cet angle-là, si je fais le sinus de cet angle-là fois le vecteur V, donc là je vais juste souligner la section que je suis en train de faire, ça fois ça, ben, ça va me donner justement la composante perpendiculaire de ma vitesse. Vous pouvez vérifier par vous-même si j'ai un angle donné ici. Cet angle-là fois sinus, le sinus de cet angle-là fois la norme de la vitesse, ça va me donner bel et bien la composante horizontale. Hein, parce que ce n'est pas mon angle par rapport au x positif que j'utilise ici. J'utilise un angle un peu quelconque. Il faut que je fasse la trigonométrie pour le trouver, mais ça va me donner le V perpendiculaire. Et donc, je vais trouver que ma force magnétique, ça va être Q fois le champ magnétique, la norme du champ magnétique, fois la norme, la valeur absolue, ou encore, tout simplement, là, on peut laisser tomber ici si on veut les valeurs de norme et prendre la même nomenclature que celle qu'on a dans notre livre, c'est-à-dire juste mettre la lettre sans mettre le vecteur lorsqu'on s'intéresse à la norme. Donc j'ai la valeur absolue de la charge
fois la norme du champ magnétique fois la composante perpendiculaire qui va me donner la norme de la force. Donc, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce que j'ai ici, hein, parce que dans cette situation-là, lorsque je vais arriver pour calculer la norme de la force, la norme de ma force magnétique, ben, j'aurai valeur absolue de Q fois valeur absolue de V fois valeur absolue de B, ou la norme de V fois la norme de B, fois le sinus de l'angle. Mais ici, l'angle entre V et B, on l'a dit par définition dans cette situation-là, il est perpendiculaire. Donc ça ici, ça va me donner toujours 1 comme résultat. Et je trouve Q fois la norme de V fois la norme de B. Bien, c'est la même chose que j'ai ici. Q fois la norme de B fois la norme de V. Attention, si je prends bel et bien la composante perpendiculaire du vecteur. Donc, ça couvre à peu près tout. Ensuite, j'ai évidemment, comme je vous disais, un mouvement circulaire dans le plan XY. Donc, encore une fois, mouvement circulaire uniforme dans le plan XY. Donc là, je peux retomber sur les mêmes équations que j'avais de l'autre côté. La dernière propriété, qui celle-ci est particulière au mouvement hélicoïdal, qui pourrait m'intéresser, ça va être la combinaison des deux autres, là. Ça va être de déterminer le pas de l'hélice. Je définis le pas de l'hélice là, de la façon suivante. Si j'affiche ma trajectoire ici, ça. Si j'affiche ma trajectoire, le pas de mon hélice, ça va être tout simplement la mesure de la distance entre deux points successifs qui sont au même endroit dans ma trajectoire circulaire. Donc, c'est le temps que ça prend, la distance plutôt que ça prend, pour que ma particule fasse un tour complet, mais va se trouver à une distance différente en Z. Donc, c'est ça que je vais appeler mon pas d'hélice, D. Si je veux calculer cette valeur-là, la distance D, c'est la variation en Z. Donc, D, là, si vous voulez, on pourrait l'écrire comme ça. C'est la variation en Z pour un intervalle de temps qui correspond à une période. Je peux remplacer là-dedans Z moins Z0, hein, la variation de position, lorsque T est égal à une période, donc T majuscule, qu'on peut aller calculer avec mon mouvement circulaire. Bien, mon pas d'hélice, ça va simplement devenir la vitesse parallèle fois la période. Hein. Si je veux déterminer quel est le pas de mon hélice, je détermine combien de temps ça prend à faire un tour, et ensuite, je regarde avec la vitesse initiale que j'avais en Y, quelle distance j'ai parcouru dans le temps que ça a pris pour faire un tour. Donc, c'est ça qui va faire le tour des deux types de mouvements dans un champ magnétique uniforme. Dans la vaste majorité des applications concrètes, on va chercher à choisir que mon champ magnétique soit perpendiculaire à ma vitesse. Ça simplifie beaucoup les problèmes. Et donc, lorsqu'on constitue une expérience, on va typiquement essayer d'être dans le cas 1. Dans la vraie vie, par contre, il va arriver souvent qu'on va avoir le deuxième cas, donc une trajectoire qui va être hélicoïdale si jamais ma vitesse n'est pas perpendiculaire à mon champ magnétique.